Une semaine avant mon mariage, je me tenais figée dans le couloir du manoir de mes parents en Normandie, la main plaquée contre le cadre de la porte en chêne poli, le souffle coupé. À travers l'entrebâillement, j'entendis ma sœur cadette, Lise, murmurer à son amie, la voix dégoulinante de méchanceté. Je vais déchirer sa robe en morceaux pendant le toast, sifflait-elle. Mon Kirkhogna asai fort kjn mal. Ma robe de mariée, mon jour, ma dignité. Elle prévoyait de tout détruire devant tous ceux que j'aimais, devant 200 invités, et elle ne prenait même pas la peine de cacher sa jubilation. J'aurais voulu me précipiter, crier, l'exposer sur le champ, mais au lieu de cela, je restais immobile, le visage froid, le corps rigide comme la pierre. Le rire de ma sœur était aigu, cruel, résonnant dans le couloir de marbre comme le son du verre qui se brise. Je compris à cet instant qu'elle me voulait briser, humilier, diminuer. Mais au lieu des larmes, je sentis un étrange calme m'envahir. J'esquissai même un léger sourire et plongeai la main dans ma pochette. Ma main trouva mon téléphone, et d'un seul appel, j'allais tout changer. Je me retirai doucement, l'écho de sa voix me transperçant encore. Le manoir, avec ses hauts plafonds et l'éclat de ses lustres, ne m'avait jamais semblé être un foyer. C'était une cage dorée, tapissée de rideaux coûteux et de sols polis, où le favoritisme prospérait comme un héritage familial. Lise avait toujours été l'enfant prodige, le joyau que mes parents exhibaient à chaque dîner de fête, à chaque réveillon de Noël, à chaque gala d'entreprise. Et moi, j'étais l'ombre, exclue des conversations, oubliée sur les photos, réduite à une note de bas de page dans l'histoire de la famille. En descendant le couloir, je repensais à toutes ces années où j'avais été ignorée. Les matins de Noël où Lise déballait des bracelets en diamant tandis que je recevais des chaussettes. Les anniversaires où mon gâteau était un reste de supermarché avec une seule bougie, tandis que le sien comportait plusieurs étages de roses en crème au beurre et des invités venus spécialement de Paris. Chaque souvenir devenait plus douloureux en réalisant que mes parents n'étaient pas aveugles, ils choisissaient de la voir, elle, et de ne pas me voir, moi. Cette nuit-là, la douleur que je portais n'était plus une souffrance. C'était un carburant. Je descendis lentement le grand escalier, le claquement de mes talons sur le marbre résonnant, et passai devant les portraits de famille qui ornaient les murs. Chaque cadre racontait la même histoire, Lise souriant dans sa robe de bal, Lise tenant un trophée, Lise à Venise avec nos parents rayonnant à ses côtés. Ma présence sur ces portraits était soit coupée au bord, soit entièrement absente. C'était comme si j'avais été effacée du récit de ma propre famille. Lorsque j'atteignis le bas de l'escalier, mon téléphone était déjà dans ma main. Je fis défiler rapidement les contacts, le pouce stable malgré la tempête qui faisait rage en moi, et trouver le numéro dont j'avais besoin. Clara Duval. Elle ne faisait pas partie de la famille, mais elle était plus digne de confiance que quiconque partageant mon sang. Une organisatrice d'événements de renommée mondiale avec qui j'avais discrètement travaillé par le biais de mon entreprise. Clara comprenait la précision, le timing et le spectacle. J'appuyai sur appeler. Hélène, sa voix était vive, professionnelle. J'ai besoin de toi, dis-je doucement, gardant mon ton plat, maîtrisé. Pas seulement comme organisatrice. Comme alliée. Il y eut une pause, puis sa voix s'adoucit. Raconte-moi. Je jetai un regard en arrière vers l'escalier, le poids du manoir pesant sur moi. Ma sœur prévoit de m'humilier à mon mariage. Elle veut déchirer ma robe devant tout le monde. Et mes parents, ils sont de mèche. Clara laissa échapper un souffle brusque. Ce n'est pas seulement cruel. C'est la guerre. Exactement. La guerre. Le mot que je n'avais pas osé utiliser mais que je sentais dans chaque veine de mon corps. Alors que je quittais le hall et sortais dans l'air frais de la nuit, je pouvais encore entendre le rire de Lise résonner faiblement à l'intérieur. Les lumières du jardin illuminaient la pelouse, projetant des ombres sur la fontaine où elle et moi jouions autrefois, enfants. Je me souvins du jour où je l'avais poussée sur la balançoire, pour qu'elle coure ensuite en pleurant vers nos parents, m'accusant de l'avoir jetée à terre. J'avais été punie pendant une semaine. Elle m'avait souri dans leur dos, suffisante dans sa victoire. Favoritisme, manipulation, famille toxique. Des mots qui semblaient autrefois trop dramatiques pour décrire ma vie s'ajustaient maintenant parfaitement. J'avais enfin une preuve. La voix de Clara interrompit mes pensées. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je relevai le menton, la brise froide me piquant les joues. Je veux que son plan se retourne contre elle. Je veux qu'ils voient tous la vérité. Pas demain, pas un jour. Le jour de mon mariage. Pour la première fois depuis des années, je sentis le contrôle basculer en ma faveur. Je terminai l'appel et rangeai mon téléphone, sachant que Clara mettrait les choses en mouvement. Puis je me retournai vers les fenêtres illuminées du manoir, d'où le rire se déversait comme du poison. Lise pensait m'avoir acculée. Mes parents pensaient que j'accepterais l'humiliation comme je l'avais toujours fait, silencieuse et petite. Mais cette fois, je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas supplier. Jalais Surar. Et j'allais m'assurer que le monde entier assisterait à l'effondrement de leur cruauté sur elle-même. Cette nuit-là, allongée, éveillée,
Dans ma chambre d'enfant, je fixais le plafond et laissais les souvenirs défiler. Les dîners de Noël où mon père découpait la dinde avec Lise à ses côtés, m'ignorant. Les vacances d'été où ma mère l'emmenait faire du shopping pendant que je restais à la maison. Les conversations professionnelles où il louait son intelligence et rejetait mes idées. L'injustice avait coulé dans mes veines pendant 29 ans, une blessure qui ne se refermait jamais. Mais c'était fini. Les reflets des lustres scintillaient faiblement au plafond, comme des étoiles. Je murmurais dans l'obscurité, « Demain, tout change. » Et pour la première fois, j'y crus. La salle à manger brillait de la fausse chaleur des chandelles, l'argenterie captant chaque scintillement comme pour se moquer de moi. Je me glissai à ma place à la longue table en acajou, en face de ma sœur, et sentis immédiatement le poids de l'exclusion s'installer autour de moi comme un lourd manteau. Mes parents étaient en pleine conversation, leurs voix animées alors qu'ils interrogeaient Lise sur sa nouvelle ligne de mode. Elle sera lancée à Paris au printemps prochain, dit-elle, son sourire parfait, son ton préparé. Une collaboration avec une maison de luxe. Tout le monde dit déjà que ce sera le prochain grand succès. Ma mère joignit les mains avec admiration. Ma chérie, c'est magnifique. Tu as toujours eu un tel talent. N'est-ce pas que je l'ai toujours dit? Depuis que tu es toute petite, tu es née pour briller. Mon père leva son verre de Bordeaux vers Lise. La fierté de cette famille. Ils burent tous. Je levai mon verre d'eau, le froid me mordant les doigts, et sirotai en silence. Pas une seule question sur moi. Pas un mot sur mon travail, ma vie, mon mariage imminent. Ma présence était une pensée après coup, un simple marque-place à table destiné uniquement à équilibrer la symétrie des chaises. Hélène, dit enfin ma mère, comme si elle se souvenait de mon existence, ton travail dans ce petit bureau, ça se passe toujours bien? Sa voix était légère, dédaigneuse. Oui, dis-je d'un ton égal, ça se passe bien. Bien, répondit-elle, se tournant déjà vers Lise. Mais Hélène, vraiment, tu devrais être reconnaissante. C'est ta sœur qui apporte du prestige au nom de la famille. Tout le monde ne peut pas être extraordinaire. Les mots tombèrent comme des pierres dans mon estomac. Je coupai un morceau de poulet rôti, mâchant lentement, laissant l'amertume s'installer. Lise croisa mon regard et arbora un sourire narquois, comme si elle me mettait au défi de parler. Au lieu de cela, je baissai les yeux vers mon assiette, non pas par faiblesse, mais parce que je savais que le silence pouvait être plus tranchant que n'importe quel argument. Au fur et à mesure que le repas avançait, leur favoritisme ne faisait que s'amplifier. Mon père interrogea Lise sur la Fashion Week de Milan. Ma mère décrivit les nouvelles rénovations du manoir, toutes destinées à l'avenir de Lise. Il planifiait ses triomphes comme si elle était une reine montant sur son trône. Et j'étais assise là, la fille oubliée, exclue du récit une fois de plus. Le tintement des couverts me rappela toutes les fêtes passées où ce même théâtre s'était joué. Les matins de Noël où Lise déchirait des boîtes en velours tandis que je déballais des chaussettes avec l'étiquette de prix encore attachée. Les anniversaires où mon gâteau venait d'une étagère de supermarché tandis que le sien était une création sur mesure avec des cierges magiques et des photographes. Même les dîners du réveillon où elle découpait la dinde avec notre père pendant que je passais le pain, invisible. L'injustice avait été cousue dans mon enfance comme une vilaine couture. Ce soir, elle pulsait plus fort. Quand mon père se pencha en arrière, faisant tourner son vin, et dit nonchalamment, « Ta mère et moi avons finalisé le testament. » La pièce sembla se figer. Ma poitrine se serra. Le domaine, bien sûr, et les parts de l'entreprise, continua-t-il, iront à Lise. Elle a le talent et la discipline nécessaires pour tout faire prospérer. Hélène, eh bien, nous nous assurons que tu sois à l'aise, mais soyons honnêtes, tu n'as jamais montré beaucoup d'ambition pour les affaires. Ma frechette racla à l'assiette. J'avalai la brûlure qui montait dans ma gorge. À l'aise. C'était leur mot pour moi. Ils lui donnaient le manoir, l'entreprise familiale, l'héritage. Et à moi, une tape sur la tête et un lot de consolation. Lise se pencha en avant, les yeux brillants. Ne t'inquiète pas, Hélène. Je m'en occuperai bien. Tu pourras toujours venir me voir ici après le mariage. La table éclata de rire. Mon père gloussa, ma mère tamponna ses lèvres avec sa serviette, souriant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de m'humilier dans ma propre maison. Je forçai mes lèvres à former une courbe polie. Ma poitrine brûlait, mais je ne le laissai pas paraître. Après le dîner, quand les assiettes furent débarrassées et que mes parents s'attardèrent devant leur café, Lise se pencha plus près, sa voix si basse que seul moi pouvais l'entendre. Elle est faite en quoi, déjà, ta robe? En polyester? Je la regardai calmement. En soie, dis-je. El Ricana. Achetée en solde, peut-être. Son rire était aigu et laid. Ma mère sourit comme si c'était une plaisanterie charmante. Mon père sirota son café sans un mot, une approbation tacite dans le silence. C'est alors que je sentis un léger contact sur mon bras. Ma grand-mère, Éléonore, avait rapproché sa chaise. Sa voix était douce mais ferme lorsqu'elle murmura « Ils pensent t'avoir brisé, mais tu leur fais plus peur que tu ne l'imagines. » Je me tournai vers elle,
surprise. Ses yeux, clairs et vifs malgré son âge, soutinrent les miens avec certitude. Ils ont peur de toi, dit-elle, parce que tu n'as pas besoin d'eux. Ces mots s'enfoncèrent profondément en moi, comblant les fissures creusées par des années de négligence. Ma gorge se serra, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de quelque chose de plus féroce, quelque chose comme de la détermination. Plus tard, je me retirai dans mon ancienne chambre à l'étage, celle qui était encore peinte en bleu pâle avec des posters délavés qui se décollaient au coin. Je fermai doucement la porte, les rires lointains du rez-de-chaussée s'infiltrant à travers le plancher. Leur rire avait toujours été ma prison, mais ce soir, c'était différent. Je m'assis au bureau, ouvris mon ordinateur portable et insérai une clé USB dans le port. L'écran s'anima, sa lueur illuminant mon visage. Je saisis la chaîne de caractères cryptés que seul moi connaissais, la passerelle vers la vie qu'il n'avait jamais reconnue. Les notifications de mes clignotèrent à l'écran, mise à jour du conseil d'administration, rapport financier, contrat en attente d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Il pensait que je n'étais qu'une employée de bureau, mais ici, dans ce coin caché de ma vie, j'étais la PDG qu'il n'aurait jamais imaginé que je puisse être. Je me penchai en arrière dans le fauteuil, expirant lentement. Mon reflet sur l'écran de l'ordinateur me fixait, plus fort que je ne l'avais jamais vu. S'ils voulaient m'humilier, me dépouiller jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, alors ils étaient sur le point d'apprendre la leçon qu'ils avaient passé leur vie à ignorer. Je fermai l'ordinateur portable et murmurai dans la pièce vide. S'ils veulent un spectacle, je leur en donnerai un. Les ombres s'étiraient au plafond, témoin silencieux de mon vœu. Je remis la clé USB dans son étui, la rangeai dans le tiroir et souris pour moi-même. Demain, la planification commencerait. Demain, la vengeance ne serait plus un fantasme. Ce serait une stratégie. Et pour une fois, je n'avais pas peur. J'étais prête. Le jour, je n'étais rien de plus qu'une employée de niveau intermédiaire dans un immeuble de bureaux anonymes de la rue principale. Les gens me voyaient porter du café, brasser des papiers, répondre à des emails. Ils me croyaient inoffensive, ordinaire, voire invisible. Mais quand je rentrais chez moi le soir, que je fermais à clé la porte de mon appartement parisien et que j'ouvrais mon ordinateur portable avec ses identifiants sécurisés et ses fichiers cryptés, j'entrais dans ma vraie vie. La vie que personne dans ma famille ne connaissait. J'étais la PDG d'une société de données financières en pleine croissance, avec des contrats à Londres, Singapour et Dubaï. Les investisseurs me respectaient, les analystes redoutaient ma précision, les concurrents murmuraient mon nom avec envie. Mais pour mes parents et pour Lise, j'étais toujours la déception, la sœur qui ne serait jamais à la hauteur. Cette nuit-là, après avoir quitté le manoir, j'étais assise dans mon salon faiblement éclairé, la lueur de l'écran peignant mon visage d'une lumière bleu pâle. Un email apparut en haut de ma boîte de réception. Urgent, signature finale requise pour un contrat d'expansion de 18 millions d'euros. Je le lus 2 fois, le cœur calme. Ce n'était pas seulement des affaires, c'était une validation. Ils pouvaient m'ignorer autant qu'ils le voulaient, mais ici, dans le monde que je m'étais construit, j'étais indéniable. Mon téléphone vibra sur la table. Clara Duval. Je le pris aussitôt. Hélène, demanda-t-elle, sa voix vive et efficace, le genre de ton qui faisait plier des milliardaires. C'est moi, dis-je en me penchant en arrière dans le canapé. Le mariage n'est pas seulement menacé, il est assiégé. Le plan de ma sœur va au-delà de la jalousie puérile. Elle veut un spectacle. Qu'est-ce qu'elle prépare exactement? Elle a l'intention de déchirer ma robe pendant le toast. Mes parents l'aident, et ils ont préparé un diaporama pour m'humilier. Un silence plana à l'autre bout du fil. Puis Clara dit, alors nous transformerons son théâtre en le tien. Sa certitude me fit sourire. Dis-moi comment, murmurai-je. Ta robe sera en 2 parties. Nous concevrons une enveloppe extérieure destinée à se déchirer sur commande. Mais en dessous se cachera une seconde robe, magnifique, éblouissante, inébranlable. Quand elle tirera ce fil, s'attendant à la honte, la salle éclatera d'admiration. Je fermai les yeux, l'imaginant. Le tissu tombant, les halètements, les applaudissements. Pour une fois, les rires ne seraient pas dirigés contre moi, mais contre elle. Il y a plus, ajouta Clara. S'ils ont prévu un diaporama, nous le piraterons. Je ferai appel à David Martin, il me doit des faveurs. C'est un génie des installations audiovisuelles. Nous détournerons le projecteur. Pour le remplacer par quoi? Demandai-je, bien que la réponse se formait déjà dans mon esprit. Par la vérité, dit simplement Clara. Je sentis les mots s'ancrer profondément en moi. La vérité. Quelque chose que ma famille avait toujours enterré sous les mensonges, le favoritisme et la manipulation. Nous parlâmes pendant près d'1 heure, esquissant les grandes lignes d'un plan qui ressemblait plus à une stratégie de bataille qu'à une répétition de mariage. Au moment où je raccrochais, ma détermination était d'acier. Pourtant, même l'acier peut trembler lorsque de vieux fantômes réapparaissent. Plus tard dans la nuit, je reçus un SMS qui me noua l'estomac. Il venait de Nora,
une amie de l'université qui avait été proche de Lise avant leur dispute. J'ai vu Étienne avec Lise ce soir. Il l'aide. Quelque chose à propos de vouloir couler ta boîte aussi. Face attention. Magor Jesse Sarah. Etienne Dubois. Il avait été mon associé avant que la cupidité ne le dévore. Quand je l'avais surpris à détourner des bénéfices et que j'avais essayé de rompre les liens discrètement, il avait menacé de poursuites judiciaires, de diffamation, voire de sabotage. J'avais réussi à l'écarter légalement, mais je savais que son amertume couvait toujours. Et maintenant, bien sûr, il avait trouvé l'allié parfaite, ma sœur. L'idée de les voir ensemble, complotant non seulement mon humiliation mais aussi la destruction de tout ce que j'avais construit, fit que mes mains se crispèrent en poing. J'ouvris de nouveau mes fichiers cryptés, faisant défiler les rapports, les contrats, les données confidentielles. Étienne avait toujours été dangereux parce qu'il en savait juste assez pour semer le chaos. S'il pouvait convaincre Lise et mes parents que j'étais une fraude, ils auraient plus de munitions. Pire, s'il divulguait quoi que ce soit aux médias, toute ma réputation pourrait s'effondrer. Mais il avait sous-estimé une chose, je n'étais pas la même femme qu'il avait autrefois tenté de manipuler. Je restais assise à mon bureau jusqu'à l'aube, rédigeant des contre-mesures, organisant les preuves de ma propriété, de mon autorité, de mon succès. Je cataloguais les preuves du détournement de fonds d'Étienne datant d'années, assez pour le couler s'il tentait quoi que ce soit de public. Et je sauvegardais tout cela dans un dossier intitulé simplement pour la guerre. Le lendemain matin, je me rendis dans un café en périphérie de la ville où Clara avait installé son quartier général. Elle était impeccable, comme toujours, cheveux lisses, rouge à lèvres carmin, un presse-papier à la main. « On dirait que tu n'as pas dormi ?» dit-elle en me tendant un café au lait. « C'est le cas, admis-je, mais j'ai tout ce dont nous avons besoin. » Elle se pencha plus près, les yeux brillants. « Alors moi aussi. » Sur la table entre nous, elle étala les croquis de ma robe, une robe dans une robe. Elle me montra des échantillons de tissu qui scintillaient sous les lumières tamisées du café. Quand la couche extérieure tombera, ce sera comme une étoile qui explose. Personne ne l'oubliera jamais. Je touchai la soie, fraîche sous mes doigts, et souris. Parfait. Nous fûmes interrompus lorsque mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message, cette fois d'un numéro inconnu. Si tu penses être intouchable, détrompe-toi. À la fin de ton mariage, tu perdras plus que ta dignité. Tu perdras ton entreprise. Mon pouce accéléra, mais je forçai mon visage à rester calme. Clara S.E. Pencha, en avant. Qu'est-ce que c'est? Juste Étienne, dis-je en rangeant le téléphone dans mon sac. Il pense que les menaces vont m'effrayer. Il a tort. Elle eut un sourire narquois. Alors offrons-lui une place au premier rang. Pour sa propre chute. Dans l'après-midi, nous avions David en appel vidéo. Il apparut dans un studio encombré, des fils et des écrans derrière lui. Pirater un diaporama, dit-il avec un sourire en coin. Un jeu d'enfant. Envoyez-moi les fichiers et le timing, et je mettrai en place un système de déclenchement. Un clic, et leur petite blague deviendra ton chef-d'œuvre. Pendant que nous discutions de la logistique, je sentis la tension dans ma poitrine se relâcher. Pour la première fois, je ne réagissais pas à leur cruauté, j'orchestrais ma propre justice. Cette nuit-là, debout devant le miroir de mon appartement, je dégrafais le collier en argent que je portais toujours. Sur son pendentif se trouvait le logo de mon entreprise, ma vraie vie, mon empire caché. Je le tins dans ma paume et murmurai, s'ils veulent l'humiliation, ils l'auront. Simplement pas la mienne. Je le remis soigneusement autour de mon cou, croisant mon propre regard dans le miroir. Il m'avait sous-estimé pendant des années. Il pensait que le silence signifiait la soumission. Il pensait que l'exclusion signifiait la faiblesse. Mais ils étaient sur le point d'apprendre ce que cela signifiait vraiment lorsque les rôles s'inversaient. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui serais à genoux. Ce serait moi qui me tiendrais droite, souriante, pendant qu'ils s'effondreraient. La guerre avait commencé. La lumière matinale filtrait faiblement à travers les lourds rideaux de mon appartement, mais j'étais déjà à la table de la cuisine, le café intact, mon carnet de notes étalé comme une carte de champ de bataille. Des lignes et des flèches traversaient la page, reliant les noms aux mobiles, les mensonges aux actions. Au centre, entouré 2 fois, un seul mot, mariage. Autour, j'avais dessiné les acteurs du petit drame de ma famille. Mon père, avec son discours préparé pour me rabaisser. Ma mère, avec son diaporama d'humiliation. Lise, avec son fil destiné à déchirer ma robe. Et Étienne, tapi dans l'ombre, prévoyant d'empoisonner mes affaires. En regardant cela, je me sentais moins comme une mariée et plus comme un général planifiant la guerre. Mon téléphone vibra. Le nom de grand-mère Éléonore illumina l'écran. Je répondis immédiatement. « Hélène » dit-elle, sa voix portant le poids constant d'une femme qui avait vécu des décennies de secrets. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu n'as pas tort de te préparer. Tu ne peux pas leur faire confiance. Ce sont mes parents, murmurai-je, bien que le mot me parût aigre. Ce sont des gens qui t'envient, corrigea-t-elle.
Et l'envie rend la famille plus dangereuse que des étrangers. Ces mots s'enfoncèrent en moi comme des pierres jetées dans une eau profonde. Tu sais quelque chose? Demandai-je avec précaution. Il y eut une pause, puis Éléonore dit, ta mère n'a pas toujours été la favorite. Quand elle était plus jeune, elle a trahi sa propre sœur pour un homme. Cela a ruiné leur relation pour toujours. C'est un schéma dans cette famille, Hélène. La trahison est profondément ancrée ici. Et maintenant, il le répète avec toi. Je serrai plus fort le téléphone. Une vérité cachée que je n'avais jamais connue. Une autre couche aux racines toxiques de cet arbre généalogique. Je ne laisserai pas cela se terminer avec moi, dis-je finalement. C'est pourquoi je suis avec toi, dit-elle. Quoi que tu aies besoin, je t'aiderai. Quand nous raccrochâmes, je sentis une étincelle de courage. S'il voulait m'effacer, alors je me graverais dans la pierre de cette famille avec des preuves, avec des faits, avec la justice. Je composai un autre numéro. Jacques Lambert, mon avocat. Nous nous rencontrâmes plus tard cet après-midi dans le coin tranquille de la bibliothèque de droit du centre-ville, entouré d'étagères imposantes et de voix chuchotées. Jacques portait son habituel costume gris, des lunettes perchées bas sur son nez, les yeux vifs de curiosité. J'ai des enregistrements, dis-je en faisant glisser un petit appareil sur la table. Il prévoit de m'humilier en public. Ma sœur, mes parents, même Étienne Dubois. Jacques en écouta un extrait. La voix de Lise emplit le silence. Je vais déchirer sa robe en morceaux pendant le toast. Ses lèvres se resserrèrent. C'est un préjudice intentionnel. Vous pourriez poursuivre pour dommages moraux, diffamation si c'est diffusé, même infliction intentionnelle de détresse. Jack Wiaskei. S'ils vont jusqu'au bout, je veux qu'ils soient acculés, légalement et socialement. Jacques se pencha en arrière. Alors continuez à rassembler des preuves. Il vous en faudra plus. Et souvenez-vous, ne les confrontez pas avant d'être prête à couper les ponts définitivement. Je quittai la bibliothèque avec une détermination nouvelle. Cette nuit-là, je retournai discrètement au manoir sous prétexte de récupérer des détails pour le mariage. Pendant que mes parents discutaient dans le salon, je me déplaçai silencieusement vers la salle à manger et fixai un petit enregistreur sous la table. Le lendemain matin, l'appareil me donna exactement ce dont j'avais besoin. La voix de mon père répétant des phrases destinées à m'embarrasser, ma mère listant des photos de mes maladresses d'enfance à afficher. Chaque mot devint un clou dans le cercueil qu'il se construisait. Plus tard, Clara m'appela pour me donner des nouvelles. La couturière a terminé les retouches, dit-elle. La robe extérieure se déchira facilement, mais la robe en dessous, Hélène, elle est stupéfiante. Pense à de la lumière capturée dans du tissu. Quand ce moment arrivera, personne ne se souviendra de sa cruauté. Ils ne se souviendront que de ta transformation. Je fermai les yeux et imaginai la scène. Lise tirant sur le fil, le bruit du tissu qui se déchire, puis la révélation, une robe scintillant comme le feu sous les lustres. Mon humiliation transformée en mon triomphe. Parfait, murmurai Jay. Mais mon soulagement fut de courte durée. Ce soir-là, Daniel appela. Mon frère aîné, qui avait quitté la maison des années auparavant. Il semblait fatigué, mais sa voix avait une tension que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. J'ai entendu dire que tu es de retour au manoir, dit-il. C'est exact, répondis-je avec prudence. Face attention. Papa prépare des documents. Il déplace des actifs. L'héritage, les parts de l'entreprise, le domaine, tout est en train d'être transféré à Lise. Tu es complètement exclu. Les mots tombèrent comme de la glace. Même en connaissant leur favoritisme, l'entendre confirmer me tordit quelque chose de vif dans la poitrine. Tu es sûr? J'ai vu les brouillons moi-même. Il la nomme comme seule héritière de l'entreprise familiale. Toi, dit-il, on s'occupera de toi par d'autres moyens. La même phrase encore. À l'aise. Prise en charge. Jamais égal, jamais assez. Merci de me l'avoir dit, dis-je. Hélène, ajouta doucement Daniel, je suis parti pour une raison. Si tu te bats, je serai à tes côtés. C'était la première fois depuis des années que je sentais que je n'étais pas seul parmi mes frères et sœurs. Mais mes ennemis ne se reposaient pas. Le lendemain, lors d'un essayage dans une boutique de luxe, Lise entra sans y être invitée, portant une robe de créateur blanche qui scintillait sous les lumières. Elle tourna sur elle-même devant les miroirs, ignorant les regards gênés du personnel. « Oups » dit-elle innocemment. « Le blanc n'est pas réservé qu'aux mariés, n'est-ce pas? De toute façon, ça me va mieux. » La couturière rougit, murmurant des excuses, but Lise ne fit que rire. « Hélène, j'espère que tu n'as pas trop dépensé pour ta robe. Ce serait dommage que tu aies l'air bon marché le jour de ton mariage. » Je serrai la mâchoire mais souris quand même. Laisse-la croire qu'elle avait gagné cette manche. Elle avait déjà joué sa main. Ce soir-là, je reçus un autre appel, cette fois de Nora. Sa voix était urgente. « Hélène, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai surpris Lise et Étienne dans un bar. Il prévoit d'engager un photographe pour tout capturer, la robe déchirée, ta réaction, et de le poster en ligne instantanément.
Ils veulent que ça devienne viral. Un instant. La balmi monta à la gorge. L'humiliation publique n'était pas suffisante. Ils voulaient la ruine numérique, un scandale qui me suivrait pour toujours. Merci, Nora, dis-je, en maîtrisant ma respiration. Ne t'inquiète pas, ils le regretteront. Quand je retournai au manoir cette nuit-là, mon père me pressa de signer des papiers accordant à Lise l'accès à une partie des fonds du mariage. C'est plus simple comme ça, dit-il, son sourire crispé. Je posai le stylo sur la table, le regardai dans les yeux et dis calmement, non. Il cligna des yeux, surpris. Hélène, ne sois pas difficile. Je repoussai les papiers sur le bois poli. Ce mariage est le mien, pas le sien. Et tu n'obtiendras pas une autre signature de ma part. Sans me croire assez crispa. Ma mère parut mécontente, comme si je venais de manquer à l'étiquette lors du dîner. Mais pour une fois, je ne ressentis aucune culpabilité. Plus tard, dans ma chambre, j'ouvris mon ordinateur portable et y insérai la clé USB argentée. Chaque enregistrement, chaque document, chaque photo, tout était là, en sécurité, en attente. Je fermai le dossier et rangeai la clé dans un étui, le métal froid contre ma paume. C'est mon arme, murmurai-je. Et je n'hésiterai pas à l'utiliser. Je glissai la clé USB dans mon sac à main, le fermai et regardai mon reflet dans le miroir. Mes yeux étaient stables, plus vifs que jamais. Ils pensaient que j'étais toujours la fille oubliée, l'ombre silencieuse. Mais maintenant, j'étais la tempête qui s'apprêtait à balayer leur maison de mensonges. Et j'étais prête. La bibliothèque de droit sentait encore faiblement la poussière et le cuir lorsque je revis Jacques. La lumière du petit matin tombait en billets sur les tables polies. Il ajusta ses lunettes alors que je faisais glisser une pile de papier vers lui. Des enregistrements, dis-je, et je veux qu'ils soient conservés. Il se pencha en avant, appuyant sur play sur le petit enregistreur. La voix de mon père, emplit à l'air. Je vais lister ses échecs. Les invités devraient connaître la vérité sur Hélène. La me croire de Jacques assez crispa. Puis vint le rire de ma mère, suivi du sifflement triomphant de Lise. Elle ne s'en remettra pas. Je vais réduire cette robe en lambeaux. Jacques Elatignet. Hélène, c'est plus que de la mesquinerie familiale. C'est une humiliation calculée. Je vais préparer des requêtes préventives pour fraude et diffamation. S'ils vont jusqu'au bout, nous pourrons frapper immédiatement. J'acquiesçai, sentant mon pouls se stabiliser. Je ne les laisserai pas gagner cette fois. Plus tard, lorsque le manoir se vida pour l'après-midi, je revins et récupérai l'enregistreur. Chaque mot, chaque ricanement était gravé dans une preuve numérique, maintenant rangée en toute sécurité dans mon sac. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais une arme qui n'était pas seulement mon silence. Ce soir-là, je retrouvai Daniel dans un café à l'extérieur de Rouen. Il était plus âgé maintenant, des rides autour des yeux, mais sa présence était rassurante. Il remua lentement son café avant de parler. Papa any send cash plus. L'héritage est réglé. Lise obtient presque tout, l'entreprise, le domaine, même le fonds en fiducie de grand-mère. Les mots me frappèrent durement, mais je m'y étais préparé. J'ai toujours su qu'il m'exclurait, dis-je calmement. Daniel se pencha plus près, baissant la voix. Mais c'est pire. Il déplace les choses si vite que ça pourrait ruiner l'entreprise. Et Lise, elle n'a aucune idée de comment la gérer. Ou peut-être que si, dis-je avec amertume. Parce qu'Étienne l'aide. Sa tête se redressa brusquement. Étienne? Ce serpent. Il est de retour. Jay le confirme. Et il prévoit de m'entraîner dans sa chute avec elle. Daniel expire abruptement. Hélène, si tu veux te battre, je témoignerai. Je suis partie parce que je ne supportais pas leur favoritisme, mais je ne resterai pas les bras croisés à les regarder te détruire. C'était la première fois depuis des années que mon frère me choisissait plutôt qu'eux, et cela me donna de la force. Le lendemain, lors de mon dernier essayage de robe, je trouvai Lise qui attendait dans la boutique, paradant dans une robe blanche scintillante qui lui était propre. Le personnel chuchotait nerveusement alors qu'elle tournoyait devant les miroirs, ses diamants étincelants. « Tu aimes » demanda-t-elle doucement. « C'est dommage, vraiment. Les gens pourraient me prendre pour la mariée. Mais ne t'inquiète pas, Hélène, tu auras ton moment. » Je forçai un sourire calme. « Tout le monde se souvient de la mariée, dis-je doucement. Pas de l'imposteur. » Ses lèvres se resserrèrent. Elle se tourna brusquement, ses talons claquant contre le sol en marbre alors qu'elle quittait la boutique en silence. Cette nuit-là, mon téléphone sonna. Nora, encore. Sa voix était tremblante. « Hélène, tu dois savoir ça. Je les ai surpris au club, Lise et Étienne. Ils ont engagé un photographe pour capturer toute la scène, la robe déchirée, ta réaction. Ils veulent que ce soit en ligne avant la fin de la soirée. » Mes doigts se crispèrent autour du téléphone. Ils veulent devenir viraux avec mon humiliation. Oui, murmura Nora. Ils veulent te ruiner partout. Je la remerciai et raccrochai, l'estomac noué. Il ne s'agissait plus seulement d'un drame familial.
Il s'agissait de destruction publique, de honte numérique et de toute ma réputation. Mais au lieu de la peur, je ressentis quelque chose de plus froid, la résolution. Ce soir-là, pendant le dîner au manoir, mon père fit glisser une pile de papier vers moi. Signe ça, ordonna-t-il doucement. C'est un transfert de faux. Lise gérera le budget du mariage. Ce sera plus simple comme ça. Je baissai les yeux sur les documents, puis les repoussai sur la table. Non. Il cligna des yeux. Hélène, ne sois pas difficile. Ce mariage m'appartient, dis-je fermement. Pas à elle. Pas à vous. Ma mère soupira dramatiquement. Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses plus difficiles? Je me penchai en arrière dans ma chaise, laissant le silence faire son travail. La tension à table était à couper au couteau, mais je ne flanchais pas. Quand je retournai dans ma chambre cette nuit-là, je fermai la porte à clé, sortis la clé USB argentée de mon sac et la posai sur le bureau. Un par un, j'ajoutai tout ce que j'avais collecté, les enregistrements de leurs plans, les photos des brouillons de l'héritage que Daniel m'avait montrés, même les messages menaçants d'Étienne. À l'écran, le dossier brillait comme une arme chargée. Ce sera ma balle, murmurai-je aux ombres. S'il me pousse assez loin. Je glissai la clé USB dans son boîtier métallique et la rangeai au fond de mon sac à main. Son poids était rassurant contre ma paume. Il me croyait sans défense. Il pensait pouvoir m'exclure du testament, m'effacer de l'entreprise familiale, me priver de ma dignité devant 200 invités. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chaque mot cruel, chaque ruse manipulatrice, chaque injustice qu'ils essayaient d'enterrer était maintenant une preuve entre mes mains. Et le moment venu, je l'utiliserais. Je me tins devant le miroir, croisant mon propre regard. Pendant des années, je m'étais vu comme il me voyait, faible, invisible, exclu. Mais ce soir, je vis quelque chose de différent. Je vis une femme s'aiguisant comme une lame. Qu'ils essaient, murmurai-je à mon reflet. Quand ils appuieront sur la gâchette, ils réaliseront que c'est moi qui chargeais l'arme depuis le début. Et sur ce, je souris, car je savais que leur chute avait déjà commencé. L'atelier de Clara sentait le tissu et le café quand j'entrai. Des rouleaux de soie étaient empilés comme de silencieux trophées contre les murs. Elle était déjà à la table de coupe, les plans de la robe étalés comme des plans de bataille. David était assis dans un coin, les doigts tapotant sur un ordinateur portable, un enchevêtrement de fils s'enroulant autour de sa chaise comme un animal nerveux. La pièce vibrait d'une concentration que je n'avais pas ressentie depuis la conclusion d'une affaire majeure, sauf que cette fois, le contrat était la vengeance. Bien, dit Clara sans lever les yeux. Tu es la leur. Elle me tendit un échantillon du tissu extérieur, léger, vulnérable, conçu pour se déchirer d'un simple coup sec. En dessous, elle plaça un panneau de la robe intérieure, une soie plus lourde, incrustée de pointes de cristal qui capterait la lumière des lustres et la projetterait comme une promesse. C'était magnifique, d'une manière qui semblait presque cruelle. Je passai mes doigts dessus et imaginai le halètement de la salle lorsque le plan de Lise deviendrait la chose même qui les ferait regarder avec émerveillement. David Clickwith sur Assay Configuration sur L'Ordinateur Portable. Je peux pirater le diaporama, dit-il. J'installerai un déclencheur lié à la couture. Lorsque la couche extérieure tombera, le projecteur passera sur mon flux. C'est à ce moment-là que vous verrez ce que j'ai intégré à la présentation. Il n'avait pas l'air suffisant, juste clinique, comme un chirurgien décrivant l'incision qu'il s'apprêtait à faire. Clara sourit. Nous chorégraphierons le tout pour que le geste ressemble à un sabotage. Ce sera exactement ce qu'ils veulent, sauf que la révélation sera leur regret. Je sentis un petit rire monter, mais c'était plutôt de l'air s'échappant d'un poumon. Bien, dis-je. Et le timing? Parfait, dit David. On s'entraîne une fois sur les lieux, puis on lance. Nous ne parlâmes pas d'Étienne dans cette pièce, mais il planait sur la conversation comme un nuage d'orage. Il était la variable dangereuse, l'homme qui avait autrefois fouillé les comptes de l'entreprise pour des miettes et qui avait toutes les raisons de vouloir brûler ma réputation. S'il pouvait trouver un point d'accroche à mes affaires, il le ferait. S'il pouvait faire fuiter un document, il le ferait. C'est pourquoi j'avais appelé Jacques. Jacques arriva en milieu d'après-midi, plus soigné et plus posé que n'importe quelle arme dont j'avais jamais eu besoin. Il étala mes enregistrements sur la table comme un procureur dévoilant un acte d'accusation. Il écouta, hochant la tête au rythme des voix, à la cruauté cachée entre les plaisanteries. C'est délibéré, dit-il finalement. C'est un plan pour infliger un préjudice émotionnel en public. Vous avez des motifs pour aller au civil, et je préparerai des signalements au pénal si nous devons passer à la vitesse supérieure. Mais la seule chose que la loi ne peut pas faire, c'est vous donner la justification immédiate d'une salle qui voit la vérité au moment où elle se produit. Je voulais une justification immédiate. Je voulais que toute la famille, ce manoir avec ses couloirs bordés de portraits, les parents qui traitaient le favoritisme comme une tradition familiale, ressentent le piquant de leur propre théâtre. Jacques me regarda. Son regard stable. Au moment où vous révélerez ces enregistrements et les plans de l'héritage,
Vous leur ôterez leur pouvoir de manipulation. Mais nous devons être précis. Si vous agissez trop tôt, ils changeront de cap. Si vous agissez trop tard, les images deviendront virales et ils prétendront qu'elles sont falsifiées. Précision, timing, preuve. Les mots s'installèrent comme une armure autour de moi. Ce soir-là, grand-mère Éléonore apparut avec une boîte à cigares en bois qui sentait faiblement le cèdre. Elle la posa sur la table entre nous et l'ouvrit pour révéler des documents fragiles attachés avec de la ficelle, de vieux contrats, des chèques annulés, des lettres avec des noms et des dates qui retissaient l'histoire de la famille en une tapisserie différente. « J'ai gardé ça pendant des années, dit-elle. J'avais honte de ce que je savais, mais la honte est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre lorsque d'autres utilisent des mensonges pour construire des héritages. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des papiers qui montraient que mon père avait détourné des fonds de l'entreprise pour couvrir des dettes contractées lors des premières entreprises de Lise, et un virement bancaire confirmant une série de prêts qui n'avaient jamais été remboursés. Il y avait une entrée de registre avec le nom de ma grand-mère comme investisseur silencieux dans une entreprise, mon entreprise, bien avant que quiconque ne s'en doute. Le registre montrait qu'elle m'avait discrètement avancé du capital, une mécène secrète, jusqu'à ce que je l'utilise pour lancer la firme qui maintenant prospérait sur plusieurs continents. Tu es en colère? Demanda Eleanor, observantement visage. Bien. La colère nous rend précis. Je pensais à l'héritage, au testament rédigé pour léguer un manoir et une entreprise à l'enfant favorisé tout en me traitant comme une note de bas de page. Ces documents étaient plus que de l'encre, ils étaient un héritage de vérité que je pouvais utiliser pour réclamer un avenir. Ils étaient la preuve que ma famille avait construit une fiction, le favoritisme déguisé en destin. David organisa une répétition sur les lieux ce soir-là. Le manoir, habituellement un lieu qui abritait mes plus petites humiliations, semblait différent dans l'obscurité. Les chaises vides comme des témoins muets, les lustres froids et expectants. Clara me fit parcourir lentement les mouvements, comment je me tiendrais, où Mathieu placerait sa main, le moment précis où le toast de mon père atteindrait son apogée et où Lise passerait à l'acte. Chaque pas fut répété jusqu'à ce qu'il semble inévitable plutôt que mis en scène. C'était presque cinématographique, et je m'autorisais le petit plaisir d'imaginer la surprise du public, leur soudaine réorientation lorsque le spectacle se transformerait en révélation. En pleine répétition, je reçus un email transféré par Daniel, mon frère, contenant les brouillons de nouveaux documents de transfert, ce que mon père avait assemblé pour faire de Lise l'héritière principale de l'entreprise familiale. Les brouillons listaient son nom en encre noire sur les parts sociales. C'était froid, calculé, final. Ma poitrine se serra. Daniel avait entouré une clause et ajouté une note, c'est juridiquement douteux. Nous devons geler les transferts si possible. Il conclut, je serai à tes côtés au tribunal si nécessaire. Des alliés se rassemblaient dans mon orbite, discrètement, avec le genre de détermination qui ne nécessitait pas de fanfare. Clara avait le spectacle, David avait la technologie, Jacques avait la loi, Daniel avait un accès interne et la réparation morale d'un fils qui était parti. Éléonore avait l'histoire et les preuves. Ensemble, cela ressemblait à un filet se resserrant autour de la vérité. Cette nuit-là, je restai éveillé tard, examinant toutes les pièces, les enregistrements, les entrées de registre de la boîte d'Éléonore, les brouillons que Daniel avait scannés. Je les compilais dans des dossiers et les sauvegardais à plusieurs endroits. J'imprimais une copie pour Jacques, une autre pour Daniel, et en laissais une discrètement en possession de Clara. La clé USB, celle qui contenait l'audio, les emails, les preuves des machinations d'Étienne, semblait plus lourde dans ma paume qu'elle n'en avait le droit. Ce n'était pas seulement des données, c'était l'aboutissement d'années de mépris et l'instrument d'un avenir qu'il n'avait pas envisagé. Avant de me coucher, Éléonore prit mes mains et pressa dans ma paume le petit pendentif qu'elle m'avait donné des années auparavant, le blason de la famille usée par des décennies. Tu dois te souvenir, dit-elle, la vengeance sans vérité n'est que du bruit. La vengeance avec la vérité est la justice. Je dormis d'un sommeil agité, plein de plans et d'une curieuse paix tranquille. Le réseau d'amis et de professionnels que j'avais réunis avait dépassé la loyauté pour atteindre une sorte de férocité maîtrisée. Nous étions prêts à transformer leur manipulation en une confrontation qui tiendrait devant n'importe quel juge ou le tribunal de l'opinion publique. Quand je fermai enfin la porte d'entrée de mon appartement, la clé USB rangée en toute sécurité dans mon sac à main, je ne me sentis pas comme une victime se préparant à la guerre. Je me sentis comme quelqu'un qui avait enfin choisi d'être l'auteur de sa propre histoire. La robe se déchirerait, le diaporama jouerait, mais le récit ne se terminerait pas avec moi réduite à une plaisanterie. Il se terminerait avec eux s'entendant, avec leur propre voix témoignant contre eux. Il se terminerait avec la conspiration de l'héritage exposé, avec les petits secrets sales de l'entreprise familiale éparpillés à la lumière. Et quand le monde regarderait, les rôles s'inverseraient, froidement, précisément et sans pitié. Le manoir scintillait sous des guirlandes de lumière dorée tandis que les voitures s'alignaient dans l'allée circulaire, les invités en robe de soirée et smoking arrivant pour le dîner de répétition. À l'intérieur, la salle à manger bourdonnait de rires et de tintements de verre,
mais chaque sourire semblait fragile, trop tendu. Je me tenais près de l'entrée, ma robe simple, d'une teinte discrète qui me permettait de me fondre dans le décor. Demain, le spectacle serait le mien. Ce soir, je l'ai laissé croire qu'il détenait tout le pouvoir. Liz fit une entrée remarquée dans la pièce, vêtue d'une robe qui aurait pu être confondue avec une robe de mariée, la soie épousant chaque courbe, les paillettes captant la lumière du lustre comme un millier de petits projecteurs braqués uniquement sur elle. Les invités poussèrent des exclamations admiratives comme si c'était elle qui était célébrée. Elle releva le menton, acceptant l'admiration comme son dû. Lorsqu'elle croisa mon regard de l'autre côté de la pièce, elle leva son verre dans un salut moqueur. Je soutins son regard, n'offrant que le plus léger des sourires, mon cœur un étang calme cachant ses tempêtes. Mon père se leva, un verre à la main. « Alice » annonça-t-il fièrement, bien que ce fût censé être ma soirée, elle continue de porter le nom de cette famille avec grâce et brio. Vraiment une fille dont n'importe qui serait envieux. Des applaudissements épars parcoururent les tables. Ma mère tamponna ses yeux avec une serviette, son regard débordant de fierté pour sa cadette. Puis, comme s'il se souvenait de moi, mon père ajouta « Et bien sûr, tous nos vœux à Hélène pour la cérémonie de demain. » Son ton était plat, expéditif. La salle rit poliment, et j'avalai la piqûre familière, exclue une fois de plus, même à la veille de mon propre mariage. « Ne fais rien qui puisse nous embarrasser demain » me murmura sèchement ma mère en se penchant vers moi par-dessus la table. Son parfum était écœurant, suffocant. « Nous avons travaillé trop dur pour te voir tout gâcher. » Je ne répondis pas. Le silence avait toujours été leur excuse pour me rejeter, mais demain, le silence serait mon arme. Plus tard, alors que le dessert était servi, je m'éclipsai de la table principale et déambulai dans le couloir, suivant le faible bourdonnement des voix provenant de la porte légèrement entr'ouverte du bureau. Je les entendis, Lise et Étienne. « Elle ne s'en remettra jamais » murmura Étienne, sa voix comme du poison versé dans un verre. « Une fois que la vidéo sera en ligne, personne ne l'engagera, aucun investisseur ne touchera à son entreprise. Son petit empire s'effondrera. » Lise rit, un son aigu et strident. D'abord la robe, puis le diaporama, et maintenant la vidéo. Elle sera une blague avant même que le gâteau ne soit coupé. Je restai figé dans le couloir, chaque mot s'inscrivant en moi comme un couteau creusant de plus en plus. Profondément. Je levai mon téléphone, appuyai sur enregistrer et capturer la preuve, leur voix, leur conspiration, leur arrogance. Preuve. Mon pouce accéléra alors que je reculais silencieusement. Ce n'était pas seulement du sabotage, c'était de l'anéantissement. Ils voulaient m'effacer, non seulement de la famille, mais de la vie que je m'étais construite en secret. Qu'ils essaient, murmurai-je à voix basse. Quand je retournai dans la salle à manger, Mathieu m'attendait, ses yeux scrutant mon visage. Il prit ma main, la serrant doucement. « Tu es pâle » dit-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un instant, je voulus tout lui déballer, lui raconter la profondeur de leur trahison. Mais je me retins. « Demain, dis-je doucement. Fais-moi confiance. Demain. » Il m'étudia, l'inquiétude assombrissant ses traits, mais il n'insista pas. Sa confiance était à la fois un cadeau et un fardeau. Grand-mère Éléonore me trouva juste avant la fin de la soirée. Elle plaça une petite boîte en velours dans ma main, ses doigts ridés enroulant les miens autour d'elle. « Ouvre-la demain » murmura-t-elle. J'acquiesçai, la chaleur de sa présence me réconfortant alors que la nuit tombait. Quand les invités se dispersèrent et que les lumières s'éteignirent, je montai dans l'ancienne chambre qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Je m'assis sur le bord du lit, la boîte en velours sur mes genoux, et l'ouvris avec précaution. À l'intérieur reposait un collier d'émeraude d'un vert profond, du genre qui chatoyait avec les secrets des siècles passés. Il appartenait à ton arrière-grand-mère, dit doucement Éléonore depuis le seuil de la porte. Elle aussi a été effacée par cette famille, son nom rayé des registres. Mais elle s'est battue à sa manière. Demain, porte-le. Il te rappellera que tu portes plus que leur mépris. Tu portes une lignée de force. Ma gorge se serra alors que j'attachais le collier autour de mon cou, les pierres froides pressant contre ma peau. Merci, murmurai-je. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restai éveillé, écoutant l'écho des rires qui flottaient encore dans les murs. Chaque fête se rejouait dans mon esprit. Les matins de Noël où mes cadeaux étaient une pensée après coup, les dîners de Thanksgiving où ma place était reléguée au coin le plus éloigné, les anniversaires oubliés jusqu'à ce que Lise arrive en fanfare. Des années d'injustice alignées comme des soldats dans l'obscurité. Mais cette fois, je ne serais pas la victime silencieuse. Je me levai, traversai la pièce à pas feutrés et allumai mon ordinateur portable. La lueur de l'écran illumina la clé USB argentée sur le bureau. Je la branchai et ouvris le dossier, les enregistrements de mes parents, les brouillons de l'héritage que Daniel m'avait glissé, les menaces d'Étienne, et maintenant, l'audio de leur nouveau complot de ce soir. Couche après couche de vérité, soigneusement empilée, en attente. J'appuyai sur play sur l'extrait que je venais d'enregistrer. Le rire de Lise emplit à nouveau la pièce.
Elle sera une blague avant même que le gâteau ne soit coupé. Jappi sir stop. Mon reflet sur l'écran ne montrait pas de la peur, mais du feu. Je rédigeai un dernier message à Clara. Plan B nécessaire. Il passe au numérique. Sois prête. Sa réponse arriva presque instantanément. Considère que c'est réglé. Je fermai l'ordinateur portable et me reculai. Le collier d'émeraude était froid contre ma peau, la clé USB chaude dans ma paume. Ma famille se croyait intelligente, pensait que leur manipulation m'achèverait. Mais chaque pas qu'ils faisaient était une autre brique dans la potence qu'ils se construisaient. Demain, les lumières brilleraient, la musique enflerait, et je marcherais dans cette allée avec tous leurs mensonges ne tenant qu'à un fil. Et quand ils se rompraient, ce ne serait pas moi qui tomberais. Ce serait eux. Le soleil matinal se déversait sur l'océan, peignant le ciel de traînées de rose et d'or alors que je sortais de la voiture et foulais le chemin de gravier menant à la villa en bord de mer. L'air était frais, salé par le vent, et pendant un bref instant, on aurait presque dit le jour parfait de n'importe quel marié. Les invités se rassemblaient déjà, leur rire flottant depuis la grande entrée où des placeurs les accueillaient avec des coupes de champagne. Mais sous la musique et le bavardage, je sentais le frémissement de quelque chose de plus aigu, comme une corde de violon trop tendue, prête à se rompre. À l'intérieur, le lieu scintillait. Des roses blanches bordaient l'allée, des bougies vacillaient le long des rebords de fenêtres, et un quatuor répétait tranquillement dans un coin, leurs notes flottant comme de fragiles bulles de verre. Les lustres au-dessus scintillaient d'un éclat qui semblait se moquer de l'obscurité que je portais en moi. Chaque détail était poli à la perfection, chaque recoin une scène, et je savais exactement quel genre de performance était sur le point de se dérouler. Je me glissai dans la suite nuptiale où la robe que Clara avait conçue attendait sur son mannequin. La couche extérieure était légère et innocente, le genre de tissu destiné à se déchirer d'un coup sec. En dessous, la robe intérieure brillait d'un feu caché, des milliers de cristaux Swarovski cousus avec précision, chaque perle prête à flamber sous les projecteurs des lustres. Mes doigts s'attardèrent sur le tissu. Ce n'était pas seulement une robe, c'était une armure. « Respire », dit Clara derrière moi. Elle était arrivée plus tôt, presse-papier à la main, ses cheveux attachés dans son chignon lisse habituel. Elle ajusta l'ourlet et vérifia les coutures une dernière fois. Le plan est impeccable. Même si elle tire plus fort que prévu, la révélation sera magnifique. J'acquiesçai, le cœur calme dans ma poitrine. Bien, parce qu'elle tirera. Clara mi gita un coup d'œil, les lèvres incurvées. Et quand elle le fera, ce ne sera pas toi qui seras exposé. David passa la tête par la porte, un casque autour du cou. Tous les systèmes sont prêts. Le diaporama est truqué. Le projecteur m'obéit, pas à eux. Un clic, et leur grande révélation devient la tienne. Parfait, murmurai Jay. Mathieu apparut alors, sa cravate encore lâche, son visage chaleureux d'inquiétude. Il s'approcha, prenant mes mains. « Tu portes quelque chose de lourd, je le vois. Tu veux m'en parler maintenant ?» Je secouai doucement la tête. « Demain, tu comprendras tout. Fais-moi simplement confiance. » Il m'étudia un instant, puis m'embrassa sur le front. Toujours. Après son départ, je m'enfonçai dans le fauteuil devant le miroir, le collier d'émeraude qu'Éléonore m'avait donné froid contre ma clavicule. Son poids me rappelait ces mots. Tu portes plus que leur mépris, tu portes la force. Bientôt, ce fut l'heure. La coordinatrice frappa doucement à la porte. 10 minutes. Je me levai, Clara attachant la robe autour de moi avec des gestes rapides et sûrs. David me fit un pouce levé avant de disparaître dans la cabine. Je marchai jusqu'au bord de la suite et regardai à travers le rideau dans le couloir. Les invités remplissaient les rangées, une ondulation de robes pastel et de costumes sombres. Les flashs des téléphones crépitaient déjà alors qu'ils capturaient chaque instant. Je pouvais voir mes parents au premier rang, les visages rayonnants d'anticipation, mais pas pour moi. Pour le spectacle qu'ils croyaient sur le point de se dérouler. Élise, oh Lise. Elle était assise avec suffisance à côté d'eux, ses lèvres peintes en cramoisi, ses yeux brillants d'un plaisir cruel. Elle me regarda de l'autre côté de la pièce et inclina son verre dans un salut moqueur, tout comme elle l'avait fait au dîner de répétition. Je lui souris en retour, cette fois non pas avec peur, mais avec certitude. La musique commença, une cascade de cordes en crescendo. Les invités se levèrent, les murmures s'apaisant alors que les portes s'ouvraient en grand. J'avançai, Mathieu à mon côté, mon bouquet tremblant légèrement dans ma main, non pas de nervosité, mais du poids de tout ce qui convergeait vers ce moment. Chaque injustice, chaque affront, chaque matin de Noël où j'avais été oublié, chaque anniversaire où j'avais été invisible. Tout cela brûlait derrière mes yeux, non pas comme de la douleur, mais comme du pouvoir. Nous marchâmes lentement dans l'allée, les bougies vacillant sur notre passage, les yeux nous suivant avec curiosité et admiration. Les émeraudes à mon cou captaient la lumière, brillant comme un feu vert. Chaque pas résonnait plus fort, non pas dans la salle, mais dans l'histoire que j'écrivais pour moi-même. Lorsque nous atteignîmes l'hôtel, Mathieu me serra la main. Le prêtre sourit,
mais sa voix était lointaine. Tout ce que j'entendais, c'était le pouls de l'anticipation. Du coin de l'œil, je vis Lise se lever, sa coupe de champagne captant la lumière. Mon père ajusta ses papiers, ma mère tapota son téléphone, signalant le diaporama au technicien qui pensait être aux commandes. La tempête était à quelques secondes. Je pris une profonde inspiration, relevant le menton. Je n'étais plus la fille exclue, l'ombre sur les portraits de famille. Aujourd'hui, dans cette salle, sous ce toit de lustre et de mensonges, j'étais autre chose. Les violons enflèrent, les lèvres de Lise s'incurvèrent, et alors que je me tenais là, la salle entière retenant son souffle, je me murmurai silencieusement. C'est le jour de leur chute. Le tintement des verres résonna dans la salle alors que mon père se levait, son verre de vin levé, sa voix tonnant d'une fausse chaleur. Hélène a toujours été pleine d'entrain, commença-t-il, faisant une pause juste assez longue pour que les rires ondulent à travers les tables. Un peu maladroite, un peu lente à réussir, mais ce soir, nous espérons qu'elle a enfin trouvé sa place. Quelques invités gloussèrent poliment, bien que certains me jetèrent des regards de sympathie. Je gardai mon sourire stable, mes doigts effleurant les émeraudes froides à mon cou. Il continua, des phrases répétées roulant comme des pics déguisés en plaisanterie. Ma mère se pencha vers le technicien, signalant le diaporama. Les lumières s'affaiblirent légèrement tandis que le projecteur se mettait en marche, attendant son signal. La salle devint expectante, ignorant le piège qui allait se refermer. Puis vint le toast. Lise s'avança, ses lèvres cramoisies incurvées, une flûte de champagne levée. À ma très chère sœur, roucoula-t-elle, qui a enfin trouvé un homme assez courageux pour être à ses côtés. Puisse-t-il avoir de la patience, il en aura besoin. Un rire crépita dans la salle, plus aigu cette fois, plus cruel. Je sentis Mathieu se raidir à côté de moi, sa prise se resserrant sur ma main. Je levai mon propre verre, mais avant qu'il ne touche mes lèvres, Lise passa à l'acte. D'un geste si rapide qu'il semblait répéter, elle se pencha en avant, feignant d'ajuster l'ourlet de ma robe. Ses doigts s'accrochèrent au fil caché à ma hanche et tirèrent. Le son du tissu se déchirant trancha l'air comme une lame. Des halètements éclatèrent dans la salle. Un femme cria. Des verres se renversèrent, déversant du champagne sur les nappes blanches. Tous les yeux se tournèrent vers moi, attendant l'horreur, l'embarras, l'effondrement. Mais l'humiliation ne vint jamais. La robe extérieure tomba d'un seul coup parfait, la soie s'effondrant sur le sol dans une vague dramatique. Et en dessous, la seconde robe s'embrasa. Les cristaux captèrent la lumière des lustres et la dispersèrent en un millier d'étoiles, ondulant à travers la salle. La robe m'enveloppait comme le feu, scintillant à chaque respiration que je prenais. Le silence fut absolu pendant une demi-seconde. Puis les applaudissements commencèrent. D'abord un murmure, puis une vague, jusqu'à ce que la salle rugisse d'acclamations. Les invités se levèrent, certains applaudissant, d'autres sifflant, d'autres se tenant la poitrine avec étonnement. Je me tins droite, le menton levé, et souris, non pas à eux, mais à Lise, dont le visage s'était vidé de toute couleur, sa main tenant encore le fil pendant, tremblante, prise au piège de sa propre défaite. « Merci, Lise » dis-je doucement, ma voix portant à travers le microphone laissé négligemment sur le pupitre. Quelle façon parfaite de dévoiler la vraie robe. Le rire éclata, non pas cruel et dirigé contre moi, mais contre elle. Les flashs des appareils photo crépitèrent, ne capturant pas ma honte, mais son expression figée et horrifiée. L'humiliation qu'elle avait planifiée s'était retournée contre elle, l'écrasant. Mathieu se pencha, ses lèvres effleurant mon oreille. « Tu es magnifique. » Je serrai sa main, stable comme le roc. Lise recula and trebicant, balbutiant. Ce n'était pas censé. Mais les applaudissements la noyèrent, vague après vague de louanges m'inondant, chaque applaudissement un clou de plus dans le cercueil de son complot. Le visage de ma mère était pâle, sa main figée à mi-chemin vers le projecteur. La mâchoire de mon père se contractait, mais aucun mot ne sortait. Je levai enfin mon verre et laissai la salle se calmer suffisamment pour m'entendre. « À la famille, dis-je, mon ton vif mais égal. Puissions-nous toujours nous souvenir que la vérité brillera plus que les mensonges. » Les invités rugirent à nouveau, certains hochant la tête, d'autres échangeant des regards entendus. J'aperçus grand-mère Éléonore au premier rang, les yeux brillants de larmes, les mains jointes comme en prière. Elle m'adressa un signe de tête lent et certain. David, depuis la cabine, croisa mon regard et me fit le plus petit des signaux. Le prochain acte était prêt. Mais je laissai le moment respirer. Je voulais qu'il s'en imprègne, qu'il goûte à ce renversement de situation. Lise avait essayé de me dépouiller, de m'exposer. Au lieu de cela, elle était devenue la blague, la sœur mesquine laissée avec des lambeaux à mes pieds pendant que je brillais comme la mariée que j'étais censée être. L'humiliation était la sienne maintenant, irréversible, indéniable. Alors que je me tournais pour faire face à la salle à nouveau, levant mon verre plus haut, je sentis les émeraudes à mon cou capter la lumière, projetant un feu vert dans la pièce. L'air semblait retenir son souffle autour de moi. Ceci, pensai-je,
n'est que le commencement. Je sirotais le champagne lentement, délibérément, et souris alors que la musique enflait à nouveau, les applaudissements résonnant comme le tonnerre. Le piège s'était refermé, les rôles étaient inversés, et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui tremblais. C'était eux. Ma mère se leva de sa chaise, son sourire mince et acéré, le microphone tremblant dans sa main. Et maintenant, annonça-t-elle, sa voix coupant à travers les applaudissements qui persistaient encore après la révélation de la robe, jetons un coup d'œil au parcours d'Hélène. Les Lumières itinérantes. Les invités s'agitèrent sur leurs sièges, s'attendant à des gaffes d'enfance et à des photos embarrassantes. Je pouvais déjà entendre quelques gloussements étouffés, leur rire prêt à éclater. Ma mère appuya sur son téléphone, faisant signe au technicien. Le projecteur clignota, mais au lieu de photos de bébé, la voix de Lise emplit les haut-parleurs, claire, froide, venimeuse. Je vais déchirer sa robe en morceaux pendant le toast. Elle ne s'en remettra jamais. Une vague de confusion parcourut la salle. Les invités se penchèrent en avant. Ma mère se figea, son sourire se raidissant alors que l'enregistrement continuait. D'abord la robe, puis le diaporama. Elle ne sera plus qu'une blague avant la fin de la soirée. Un hoquet de surprise éclata. Quelqu'un murmura « C'est Lise ?» Les têtes se tournèrent brusquement vers elle. Lise se leva d'un bond de sa chaise, secouant violemment la tête. Non, non, c'est un montage. Mais le projecteur passa à l'extrait suivant. La voix de mon père, cette fois. Elle n'a jamais eu la discipline. Le testament est réglé pour Lise, le domaine, l'entreprise. Hélène n'a pas besoin de ces choses. Elle sera à l'aise. Le mot flotta dans l'air comme un nœud coulant. À l'aise. Le même mot qui m'avait brûlé la poitrine au dîner. La foule éclata en murmures choqués. Le Testament. S'exclama un invité. Ils l'ont déshérité de tout. Je gardai une expression calme, même si le visage de ma mère se vidait de sa couleur. L'écran changea à nouveau. Le rire d'Étienne résonna, huileux et triomphant. Jaderai Lise à la ruiner. Elle se croit intouchable, mais une fois cette vidéo en ligne, son entreprise est finie. Demain matin, elle n'aura plus rien. Sa voix était indubitable. Un homme au deuxième rang se leva d'un bond. N'est-ce pas Étienne Dubois, celui accusé de fraude l'année dernière? De nouveaux hoquets de surprise parcoururent l'assemblée. Du fond de la salle, Jacques se leva, tenant un dossier. « Mesdames et messieurs, ce que vous entendez sont des enregistrements authentifiés, dit-il fermement, sa voix commandant l'attention. Chaque déclaration est étayée par des preuves, et si nécessaire, cette documentation sera soumise à un juge. » La salle se tut instantanément. La voix de Lise se brisa dans le silence. « C'est un tour. Elle vous manipule tous. » Mais l'écran passa alors à une vidéo. Des images granuleuses d'un bar, capturées par un téléphone. Lise et Étienne penchés l'un vers l'autre, des verres à la main. « Elle est pathétique, » ricana Étienne. « Attends que la robe se déchire, et je m'assurerai que les photos deviennent virales. » Lise l'interrompit en souriant narquoisement. « Hélène sera la risée d'Internet. » La vidéo se termina sur son rire, strident et reconnaissable. La salle explosa. Les gens étaient debout, certains criant, d'autres filmant avec leur téléphone. Une femme près de l'allée murmura « C'est dégoûtant, le jour de son mariage. » Une autre secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire que sa propre sœur. » Le visage de Lise se décomposa. « C'est monté, tout est faux. » cria-t-elle, mais personne ne la crut. Les poings de mon père se serrèrent, son regard balayant désespérément la salle, mais il ne trouva aucun allié dans la foule. Ma mère porta une main à son front, les yeux cherchant les sorties. Je m'avançai, mes talons frappant le sol en marbre, le microphone froid dans ma main. Pendant des années, dis-je, ma voix stable bien que mon cœur batte la chamade, j'ai été leur ombre. Exclu, rabaissé, traité comme inférieur. Et ce soir, ils voulaient transformer mon mariage en ma honte. Mais au lieu de cela, vous voyez la vérité. Voici qui ils sont. La salle éclata de nouveau en applaudissements, plus fort, plus en colère cette fois. Pas pour moi, mais contre eux. Au premier rang, Éléonore se leva lentement, sa canne tapant sur le sol. J'ai gardé le silence assez longtemps, dit-elle, sa voix tremblante mais féroce. Hélène a bâti son entreprise de ses propres mains. Ce que personne d'entre vous ne savait, c'est que j'ai investi en elle dès le début. Elle est l'héritière légitime de la force de cette famille, pas l'enfant gâté que vous avez vu ce soir. Ces mots frappèrent comme un coup de marteau. Les invités applaudirent, certains criant même leur accord. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant la fière silhouette d'Éléonore à mes côtés. Je sentis ma gorge se serrer, les larmes menaçant de couler, mais je les retins. Je voulais de la clarté, pas de la faiblesse. Jacques leva le dossier plus haut. Les preuves de malversation financière, de manipulation d'héritage et de collusion avec un fraudeur connu sont ici. Si l'un de vous doute de ce que vous avez vu ce soir, les tribunaux le confirmeront.
Le projecteur s'éteignit, les lumières se rallumèrent, et dans cette illumination crue, mes parents et Lise parurent exposés d'une manière qu'aucune robe déchirée n'aurait jamais pu accomplir. Mathieu prit ma main et la leva haut, sa voix stable alors. Qu'il déclarait « Voici ma femme. Et rien ne la détruira. » La salle éclata une dernière fois, des applaudissements tonitruants résonnant jusqu'aux chevrons. Lise s'effondra sur ses chaises, tremblante. Mon père marmonna quelque chose d'inaudible, son visage gris. Ma mère me fixa avec des yeux qui ne contenaient plus de mépris, seulement de la peur. Et moi, je me tins plus droite, les cristaux de ma robe flambant sous les lustres, les émeraudes à mon cou brûlant comme le feu. Je les regardai droit dans les yeux, ma famille, et je souris. C'est ce qui arrive, dis-je doucement, mais chaque microphone porta ma voix jusqu'au coin le plus éloigné, quand les rôles s'inversent. La salle sombra dans le chaos dès que le dernier clip s'estompa. Les invités se levèrent, leurs voix se superposant sous le choc, certains enregistrant avec leur téléphone, d'autres marmonnant avec colère face au spectacle qu'ils venaient de voir. Le visage de mon père était gris, les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle tripotait ses perles, et Lise restait assise, figée, son rouge à lèvres maculé là où elle s'était mordu la lèvre trop fort. Le pouvoir qu'ils avaient exercé sur moi pendant des années s'évapora en quelques secondes, ne laissant que leur honte à la vue de tous. Jacques s'avança, sa voix calme mais portant par-dessus le bruit. « Mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir est la preuve d'une conspiration et d'une tentative de fraude. Si nécessaire, cela sera porté devant un juge. » Il leva le dossier dans ses mains, les documents juridiques visibles même du deuxième rang. Les murmures se turent. Les invités, donateurs, amis de la famille, partenaires commerciaux, fixaient mes parents avec un dégoût nouveau. Grand-mère Éléonore se leva de son siège, s'appuyant sur sa canne, sa voix claire malgré son âge. Je suis restée silencieuse trop longtemps, mais pas ce soir. Hélène est celle qui a construit quelque chose de réel. J'ai investi dans son entreprise, pas dans celle de Lise. Elle est l'héritière légitime de la force de cette famille, pas l'enfant gâté qui a tenté de la détruire. Des applaudissements éclatèrent, d'abord épars, puis de plus en plus forts à mesure que d'autres invités se joignaient. Les larmes me piquèrent les yeux, mais je les retins. Je voulais que l'on se souvienne de cela non pas comme de mon effondrement, mais comme de mon ascension. Lise se leva d'un bond, sa chaise tombant bruyamment sur le sol. « Vous êtes tous aveugles ? Elle vous a trompé. Elle vous manipule, comme elle l'a toujours fait. » Mais sa voix se brisa, tremblante. Les invités tournèrent leurs caméras vers elle, capturant chaque mot frénétique. Un homme ricana ouvertement. « C'est drôle, la seule manipulation que nous ayons vue ce soir venait de votre bouche. » Mon père tenta de reprendre le contrôle. Il leva les mains, son ton faussement apaisant. « C'est un malentendu. Les affaires de famille sont complexes. » Une femme dans la foule le coupa. « Complexes? » Vous venez d'admettre sur un enregistrement que vous avez déshérité votre propre fille de son héritage et de son domaine. Un autre invité cria. « Vous devriez avoir honte. » Ma mère se leva enfin, le visage pâle, et balbutia. « S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais c'était exactement ce que ça avait l'air d'être. Les portes de la salle s'ouvrirent alors, et la vue d'officiers de police en uniforme provoqua une nouvelle vague de stupeur dans la foule. 2 officiers s'avancèrent, leurs expressions illisibles. Derrière eux se tenait Jacques, imperturbable. « Étienne Dubois » annonça un officier, scrutant la salle. Étienne, qui avait tenté de se faufiler vers la sortie, se figea alors que la foule s'écartait pour l'exposer. L'officier continua. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et tentative de sabotage d'une société enregistrée. » Des halètements résonnèrent tandis que les menottes se refermaient sur ses poignets. Il cria des protestations, sa voix s'élevant, mais personne ne se précipita pour le défendre. Les invités filmèrent chaque seconde, leurs caméras crépitant comme des projecteurs de tribunal. Le second officier se tourna vers mon père. « Monsieur Moreau, nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire concernant des irrégularités financières. » Le sang quitta son visage. Ma mère s'agrippa à son bras, s'écriant. « C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas simplement. » Mais Éléonore la coupa, sa voix sonnant comme un verdict. « C'est la justice. Qui sème le mensonge récolte la ruine. » La foule éclata à nouveau, certains acclamant, d'autres huant, alors que mon père était emmené, les épaules voûtées, sa dignité en lambeaux. Ma mère trébucha derrière lui, ignorée par les personnes mêmes qu'elle avait tenté d'impressionner. Et puis il y avait Lise, laissée seule, les caméras braquées sur elle comme des armes. Elle balbutia, ses yeux passant d'un visage à l'autre, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour prendre son parti. Personne ne le fit. Même ses amis les plus proches restèrent les bras croisés, le dégoût peint sur leur visage. « Tu le regretteras » me cria-t-elle, sa voix se brisant. « Tu crois avoir gagné, mais tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. » Je m'avançai, mon microphone stable dans ma main,
ma voix calme mais ferme. Non, Lise. Ce soir prouve que je n'ai jamais été rien. Ce soir prouve que je suis plus que ce que tu as jamais permis que je sois. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, roulant comme le tonnerre à travers la salle. Mathieu prit alors ma main, la levant en signe de solidarité. Voici ma femme, dit-il, sa voix résonnant de conviction. Et rien ne la détruira jamais. La foule se leva, une ovation debout maintenant, la salle tremblant sous les applaudissements et les acclamations. Lise s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant alors que les caméras enregistraient chaque seconde de sa chute. Quand le bruit finit par s'apaiser, je m'avançai au centre de la scène. Ma robe flamboyait de lumière, les cristaux scintillant comme le feu, le collier d'émeraude brillant à mon cou. Je regardais la mer de visages, les mêmes personnes qui m'ignoraient autrefois lors des événements familiaux me regardant maintenant avec admiration. Pendant des années, j'ai été leur ombre, dis-je, ma voix portant. Exclue, rejetée, rabaissée. Mais les ombres ne disparaissent pas. Elles se renforcent dans le silence. Ce soir, vous avez vu la vérité. Et la vérité est plus brillante que tous les mensonges qu'ils ont essayé de raconter. L'ovation reprit, si forte qu'elle fit trembler les verres sur les tables. Lorsque les officiers escortèrent Étienne et mon père dehors, et que ma mère trébucha derrière eux, la salle sembla respirer différemment. La tension était partie, le poison s'était écoulé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me tenais pas là comme la fille oubliée, mais comme la femme qui avait transformé l'humiliation en victoire. Les rôles s'étaient inversés, et ils ne s'inverseraient jamais plus. La salle était plus calme maintenant, bien que l'énergie pulsât encore dans l'air comme l'écho d'une tempête. Les invités s'attardaient à leur table, chuchotant entre eux, les yeux passant de moi au porte-part où mes parents, Lise et Étienne avaient été emmenés. Les lustres brillaient à nouveau chaleureusement, projetant la lumière non pas sur mon humiliation, mais sur mon triomphe. Je me tenais sur le sol en marbre, les mains de Mathieu fermement dans les miennes, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une ombre dans la maison de ma famille. Je me sentais comme le soleil. Grand-mère Éléonore se dirigea vers moi, sa canne cliquant doucement contre le sol. Quand elle m'atteignit, elle posa sa main sur la mienne et celle de Mathieu, ses yeux brillants de larmes. « Tu l'as fait, Hélène, murmura-t-elle, sa voix portant le poids des générations. Tu ne les as pas seulement survécus, tu as montré à tout le monde qui tu es. » J'avalai ma salive, la poitrine serrée par l'émotion. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dis-je. Tu m'as donné la force de me battre. » Elle sourit, le genre de sourire qui ressemblait à une bénédiction. « La force a toujours été en toi. Je t'ai seulement rappelé où la trouver. » Les invités autour de nous se mirent à applaudir à nouveau, mais cette fois, le son n'était pas explosif. Il était constant, rythmé, solidaire. Il ne s'agissait plus de spectacle, mais de respect. Mathieu me guida vers l'autel, où le prêtre attendait toujours patiemment, son livre ouvert entre ses mains. « Devons-nous continuer » demanda-t-il doucement, comme si toute la tempête qui venait de traverser la salle n'était qu'un nuage passager. Je ris, un vrai rire, léger et libéré. « Oui, dis-je. Continuons. » La cérémonie reprit, plus calme, mais plus significative que je ne l'avais jamais imaginé. Quand Mathieu me passa la bague au doigt, les applaudissements reprirent, cette fois purs, remplis de joie plutôt que de choc. Quand nous nous embrassâmes, je sentis le poids des années se lever de mes épaules. Pour une fois, ma vie n'était pas définie par leur trahison, mais par mon choix, mon amour, mon avenir. Ensuite, alors que la réception commençait, je sortis sur le balcon qui surplombait l'océan. L'air nocturne était frais, les vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas. Le collier d'émeraude qu'Éléonore m'avait donné brillait doucement contre ma peau, un rappel de la force qu'elle m'avait transmise. Mathieu me rejoignit, enlaçant ma taille de ses bras. « Je n'ai jamais été aussi fier de toi, » murmura-t-il. Je me penchai contre lui. « Pour la première fois, je suis fier de moi aussi. » Nous restâmes là en silence un moment, regardant l'horizon où le clair de lune dansait sur l'eau. Puis je me tournai vers lui, les yeux féroces. Il pensait pouvoir me définir. Il pensait pouvoir me prendre ma dignité, mon avenir, mon entreprise. Mais ils avaient tort. C'est moi qui décide qui je suis. Je l'ai toujours fait. À l'intérieur, la musique reprit, et le son des invités riant et célébrant flotta jusqu'à nous. Personne ne posa de questions sur Lise ou mes parents. Ils n'étaient plus le centre de l'histoire. C'était moi. Quand je retournai dans la salle, la piste de danse était pleine. Clara croisa mon regard et leva son verre de l'autre côté de la pièce, un sourire complice aux lèvres. David me fit un salut discret depuis la cabine, son casque toujours autour du cou. Jacques était assis calmement à une table, sirotant du vin comme s'il n'avait pas orchestré le nœud coulant légal autour des machinations de ma famille. Mes alliés, ma famille choisie, étaient là, et je n'étais plus seule. Je me dirigeai vers Éléonore, qui regardait les festivités avec un petit sourire content. Je me penchai et l'embrassai sur la joue. « Merci, grand-mère, pour tout.
Elle me serra la main. Les rôles sont inversés, Hélène. Qu'il le reste? Ces mots m'enveloppèrent comme une bénédiction. Alors que la nuit se prolongeait, je dansai avec Mathieu, avec Éléonore, et même avec Daniel lorsqu'il apparut discrètement au bord de la foule. Les yeux de mon frère contenaient du regret, mais aussi du soulagement. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu » murmura-t-il pendant que nous dansions. « Tu leur as tenu tête. »« Tu es parti » dis-je doucement. C'était aussi une façon de leur tenir tête. Peut-être que maintenant, nous pouvons reconstruire quelque chose selon nos propres termes, pas les leurs. Il hocha la tête, son expression s'adoucissant. « J'aimerais ça. » La soirée se fondit dans le rire, la musique et la liberté. Pour une fois, la joie dans la pièce était la mienne, non pas empruntée ou éclipsée. Quand la dernière chanson s'estompa et que les invités commencèrent à partir, je m'éclipsai à nouveau sur le balcon. La brise nocturne caressait mon visage. Je pensais à la jeune fille que j'étais, celle qui pleurait dans son oreiller après chaque Noël où elle avait été ignorée, celle qui s'asseyait au bord des dîners d'anniversaire comme une étrangère dans sa propre famille, celle qui croyait qu'elle ne compterait jamais. Elle était partie. À sa place se tenait une femme qui avait fait face à la trahison, à l'humiliation et à l'injustice, et les avait transformés en triomphe. Je me retournai vers la salle qui se vidait, sentant le collier d'émeraude contre ma peau, les cristaux de ma robe brillant encore faiblement sous les lumières déclinantes. C'était ma conclusion. C'était ma justice. Et en rentrant à l'intérieur, je pensais aux personnes qui entendraient un jour mon histoire. Des personnes qui avaient été rejetées, rabaissées, exclues par leur propre sang. Des personnes attendant un moment pour se rappeler qu'elles n'étaient pas impuissantes. Si vous avez déjà été réduit au silence, pensais-je, vous savez ce que signifie trouver sa voix. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, vous connaissez le feu qu'il faut pour s'élever. Je me tournai vers les derniers invités, souris et levai mon verre. À la vérité, dis-je doucement. À la justice. Et à ne jamais laisser personne écrire votre histoire à votre place. Les invités applaudirent chaleureusement, et à ce moment-là, je me sentis entière. Alors si vous écoutez ceci maintenant, je veux vous demander, avez-vous déjà eu à vous opposer à votre propre famille ou à ceux qui pensaient pouvoir vous briser? Que auriez-vous fait à ma place? Racontez-moi dans les commentaires, je veux entendre vos histoires. Et si vous voulez plus de récits de vengeance, de justice et de retournement de situation, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Car la lutte pour la dignité ne se termine jamais, et ensemble, nous pouvons continuer à raconter ces histoires jusqu'à ce que chaque voix oubliée soit enfin entendue.